Et si je vous disais qu'un groupe de scientifiques a un jour lancé une expérience si dangereuse, si imprévisible, qu'il y avait un risque réel qu'elle enflamme l'atmosphère terrestre et mette fin à toute vie en quelques secondes. Ce n'était pas un film de science-fiction, ce n'était pas une expérience théorique, c'était réel, hautement classifié, profondément controversé et dissimulé derrière plusieurs couches de secrets. Ce test a failli passer inaperçu dans les livres d'histoire, mais ses conséquences auraient pu se répercuter à l'infini. Au nom du progrès, nous avons flirté avec l'extinction. Et le plus effrayant dans tout ça, les personnes derrière cette expérience connaissaient les risques et ils l'ont quand même fait. Si vous aimez les mystères comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous révélons les histoires que personne ne vous a jamais racontées. C'était le height de la guerre froide. Une époque où les plus grandes puissances mondiales étaient engagées dans une course silencieuse et effrénée, non pas pour des médailles ou la gloire, mais pour la capacité de mettre fin à la civilisation d'une simple pression sur un bouton. La peur de l'anéantissement nucléaire était omniprésente. Les écoles organisaient des exercices de mise à l'abri. Les gouvernements construisaient des abris anti-atomiques. Et dans des laboratoires secrets, des scientifiques travaillaient jour et nuit, poussés par la logique terrifiante de la destruction mutuelle assurée. Mais derrière la course aux armements visibles, il existait une réalité plus sinistre. Des projets si secrets que même les présidents n'étaient pas toujours pleinement informés. Des expériences qui repoussaient des limites de la physique et de la raison. L'un des premiers dominos à tomber fut le projet Manhattan. En 1945, lorsque les États-Unis testèrent la première bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique, même les physiciens en charge du projet admettaient qu'ils n'étaient pas sûrs à 100% qu'elle n'allait pas enflammer l'atmosphère. Le physicien Edward Teller, lauréat du prix Nobel, souleva lui-même la question. L'explosion pourrait-elle déclencher une réaction en chaîne qui brûlerait la planète entière? Ils ont fait leurs calculs. Ils ont décidé que les chances étaient faibles. Et puis, ils ont allumé la mèche. La bombe n'a pas mis fin au monde, mais elle a ouvert la porte à quelque chose de bien plus sombre. Le succès de cet essai a donné naissance à une idée. Si nous pouvions diviser l'atome, que pourrions-nous faire d'autre? Dans les années 1950, les États-Unis et l'Union soviétique ne se contentaient plus de tester des armes. Ils ont commencé à expérimenter avec l'environnement lui-même, le ciel, la magnétosphère terrestre, voire l'ionosphère. Il ne s'agissait plus seulement de construire des bombes plus grosses. Il s'agissait de jouer avec les règles de la nature. C'est ainsi qu'est né le projet Starfish Prime, un nom qui semble innocent, voire poétique. Mais la réalité derrière ce nom était effrayante. En 1962, les États-Unis ont fait exploser une ogive thermonucléaire à 400 km au-dessus de l'océan Pacifique, juste pour voir ce qui arriverait au champ magnétique terrestre. L'explosion a été visible à plus de 1000 km à la ronde. Elle a coupé toutes les communications à Hawaï. Elle a mis hors service les satellites en orbite. Elle a peint le ciel nocturne d'aurores boréales anormales qui brillaient de rouge et de vert, comme dans une scène d'invasion extraterrestre. Mais le plus inquiétant était que certains scientifiques pensaient que cet essai pourrait créer un effet boule de neige. Il pourrait détruire les ceintures de radiation de Van Allen qui protègent la Terre des rayons solaires, ou pire, créer une tempête électromagnétique permanente qui rendrait la planète inhabitable. Et pourtant, ils ont appuyé sur le bouton. Ce n'était pas le seul essai. L'Union soviétique a répondu par sa propre série d'expériences nucléaires à haute altitude. Dans leur site d'essai reculé de l'Arctique, des endroits comme Novaya Zemlya ont été le théâtre d'explosions si violentes qu'elles ont brisé des plateaux de glace et envoyé des ondes de choc autour de la planète. Pendant ce temps, aux États-Unis, une autre idée faisait son chemin. Utiliser les explosions nucléaires, non pas pour la guerre, mais pour la construction. Cela semble fou? Ça l'était. Le programme Plowshare a été lancé pour explorer les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, creuser des ports, dynamiter des cols de montagne, voire créer de nouveaux champs pétrolifères. Le raisonnement était toujours le même. Si nous ne le faisons pas en premier, ils le feront. Ce que personne ne semblait se demander, c'était
Devrions-nous le faire? Le 9 juillet 1962. Une date qui devrait être bien plus tristement célèbre qu'elle ne l'est. À 23h00 UTC précisément, une fusée militaire américaine a été lancée depuis l'île Johnston, dans l'océan Pacifique. À son extrémité, une ogive thermonucléaire de 1,4 mégatonnes. La mission, Starfish Prime, l'une des expériences scientifiques les plus audacieuses et les plus imprudentes de l'histoire de l'humanité. La bombe a explosé à une altitude de 400 km, au-dessus de la majeure partie de l'atmosphère terrestre. La boule de feu était immense, s'étendant à travers l'espace lui-même. Mais ce qui a suivi était encore plus choquant. En quelques secondes, les lampadaires d'Hawaï, à près de 1500 km de là, ont été mis hors service. Les signaux radio à travers le Pacifique ont été perturbés. 6 satellites américains, soit un tiers de l'ensemble de la flotte orbitale du pays à l'époque, ont été instantanément désactivés. Le ciel s'est illuminé de couleurs surnaturelles, attirant les regards effrayés à des milliers de kilomètres à la ronde. Et pourtant, personne en dehors d'un petit cercle d'initiés ne savait ce qui était réellement en jeu. Certains physiciens avaient lancé l'alerte. Faire exploser un engin nucléaire à cette altitude risquait de créer une nouvelle ceinture de radiation autour de la Terre. D'autres craignaient que la déstabilisation des ceintures de Van Allen, le bouclier protecteur naturel de la Terre, n'expose la planète à des radiations cosmiques mortelles. Une note de service allait même jusqu'à spéculer une possibilité, aussi infime soit-elle, d'inflammation atmosphérique ne peut être totalement exclue. Et pourtant, le test fut autorisé. Pourquoi? Parce que la logique de la guerre froide ne s'appliquait pas à la sécurité ou à l'éthique. Elle s'appliquait à la peur. Si les Soviétiques travaillaient sur des armes à haute altitude, les États-Unis devaient les devancer. Faire exploser une bombe dans l'espace n'était pas une folie, c'était considéré comme nécessaire. Et les États-Unis n'étaient pas seuls. Un an plus tôt, le 30 octobre 1961, l'Union soviétique avait procédé à la plus grande explosion artificielle de l'histoire, la Tsar Bomba. Une bombe à hydrogène de 50 mégatonnes avait explosé au-dessus de Novaya Zemlya, un archipel isolé du cercle arctique. Le champ de feu s'étendait sur 8 kilomètres. Des fenêtres ont volé en éclats à 900 kilomètres de là. Le champignon atomique s'est élevé à plus de 60 kilomètres de hauteur, presque jusqu'à la limite de l'espace. Si elle avait explosé au niveau du sol, la Tsar Bomba aurait creusé un cratère 100 fois plus profond que le Grand Canyon. Heureusement, elle a été déclenchée en plein ciel, soi-disant par mesure de retenue. Mais pourquoi construire une telle bombe? Les physiciens soviétiques savaient qu'elle était trop grosse pour être une arme pratique. Elle ne pouvait même pas tenir sur un missile standard. Son seul but était psychologique, démontrer qu'il pouvait anéantir l'humanité à tout moment. Pendant ce temps, aux États-Unis, le programme Plowshare repoussait les limites de l'absurdité. L'un des projets proposait d'utiliser des explosions nucléaires pour creuser un nouveau canal à travers l'Amérique centrale. Un autre, baptisé Projet Chariot, visait à creuser un port en eau profonde sur la côte de l'Alaska à l'aide de plusieurs ogives. Et peut-être le plus surréaliste, le projet A119, un plan top secret proposé par nul autre qu'Edward Teller et soutenu par un jeune Carl Sagan. L'objectif? Faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune juste pour montrer aux Soviétiques que l'Amérique avait la supériorité spatiale. Le test aurait été visible depuis la Terre, un feu d'artifice lunaire destiné à intimider le monde entier. Heureusement, cela ne s'est jamais produit, mais le fait même que cela ait été sérieusement envisagé montre à quel point l'obsession avait pris le pas sur la raison. Et pourtant, au milieu de ces visions grandioses et terrifiantes, quelque chose de beaucoup plus simple a failli tout détruire. Un malentendu. Le 26 septembre 1983, un système d'alerte précoce soviétique a signalé l'arrivée de plusieurs missiles nucléaires américains. L'homme responsable, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov, n'avait que quelques minutes pour réagir. Le protocole était clair, signaler le lancement, lancer la riposte. Mais Petrov a hésité. Quelque chose ne lui semblait pas normal.
Il a désobéi aux ordres. Il a signalé qu'il s'agissait d'une fausse alerte, et il avait raison. Le système avait mal fonctionné. S'il avait suivi la procédure, cela aurait déclenché une guerre nucléaire totale. Un homme, une décision. C'est à cela que nous avons échappé de peu. Même la nature a commencé à réagir à ces essais. Après des décennies d'explosions atmosphériques, des isotopes radioactifs ont commencé à apparaître dans l'eau de pluie, le lait et même dans les dents des enfants. Une étude intitulée Baby Tooth Survey, enquête sur les dents de lait, menée aux États-Unis dans les années 1950 et 1960, a révélé que le strontium 90, un élément radioactif dangereux, était entré dans la chaîne alimentaire. Les enfants nés après le début des essais nucléaires avaient jusqu'à 50 fois plus de radiation dans leurs os que ceux nés avant. Des îles entières sont devenues inhabitables. Dans des endroits comme l'atoll de Bikini et les îles Marshall, les populations autochtones ont été déplacées de force. Des décennies plus tard, ceux qui sont revenus souffrent encore de taux élevés de cancer et de malformations congénitales. Certaines îles restent radioactives à ce jour, rappelant de manière fantomatique ce que signifient réellement les essais. Et tout cela dans le plus grand secret. Bon nombre des essais les plus dangereux n'ont été rendus publics que des décennies plus tard. Des documents déclassifiés montrent que les scientifiques américains et soviétiques ont régulièrement débattu des risques de dommages planétaires, mais leurs préoccupations ont souvent été étouffées par l'urgence militaire. Ils se posaient des questions telles que « Une explosion nucléaire pourrait-elle déclencher une réaction en chaîne incontrôlable dans l'océan ? Un essai souterrain pourrait-il provoquer des tremblements de terre qui se répercuteraient sur plusieurs continents ? Les radiations provenant d'explosions à haute altitude pourraient-elles persister pendant des siècles ? Parfois, les réponses étaient « Nous ne savons pas ». Et pourtant, le compte à rebours continuait. Au fait, si des histoires comme celle-ci vous fascinent autant qu'elles nous fascinent, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire ci-dessous. Quelle partie de cette histoire vous a le plus choqué ? Nous pensons souvent que les scénarios apocalyptiques relèvent du domaine de la fiction hollywoodienne. Impact de météorites, invasions extraterrestres, IA, rebelles. Mais la réalité est bien plus inquiétante, car nous avons failli détruire le monde, non pas par accident, mais délibérément. L'héritage de ces expériences n'est pas seulement inscrit dans les livres d'histoire, mais aussi dans des sols contaminés, des vies brisées et des cicatrices politiques qui ne se refermeront jamais. Les essais nucléaires à haute altitude comme Starfish Prime ont fait bien plus que détruire quelques satellites. Ils ont modifié de façon permanente les ceintures de radiation de la Terre. Les radiations artificielles créées par cette seule explosion ont duré plus de 5 ans, dégradant les composants électroniques des satellites et affectant la trajectoire des engins spatiaux. En substance, nous avons créé une zone de danger artificielle en orbite que nous n'avons toujours pas entièrement nettoyée. Les conséquences ont dépassé le domaine technologique. Elles ont atteint l'ADN humain. Des générations de personnes exposées aux retombées ont commencé à souffrir de cancers rares, de troubles thyroïdiens et de mutations génétiques. Les populations autochtones du Pacifique et de l'Arctique sont devenues des cobayes involontaires, leur souffrance étant dissimulée derrière le secret militaire. Et pourtant, certaines des conséquences les plus graves sont venues de ce qui a failli arriver, mais qui ne s'est pas produit. En 1962, pendant la crise des missiles de Cuba, des navires de guerre américains ont largué des grenades sous-marines sur un sous-marin soviétique pour le forcer à faire surface. L'équipage à l'intérieur croyait que la guerre avait déjà commencé. Le capitaine a donné l'ordre de lancer une torpille nucléaire, ce qui aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale sur le champ. La seule raison pour laquelle cela ne s'est pas produit ? Un homme, Vassili Arkhipov, a refusé d'autoriser le lancement. Il est resté ferme dans ce sous-marin, entouré par la panique, et a sauvé le monde sans même le savoir. Mais combien de fois pouvons-nous survivre à de telles situations ?
Des documents déclassifiés dans les années 2000 révèlent que les États-Unis et l'URSS ont failli faire exploser des bombes à haut rendement qui auraient pu avoir des conséquences atmosphériques mondiales. Une note interne de l'armée de l'air américaine évoquait même la possibilité que des essais nucléaires souterrains déstabilisent les failles tectoniques, provoquant potentiellement des séismes de grande ampleur. Plus inquiétant encore, les scientifiques estimaient que l'inflammation de l'hydrogène dans l'océan pourrait provoquer d'énormes explosions de vapeur ou empoisonner les écosystèmes marins. Ces idées n'étaient pas le fruit de l'imagination de théoriciens du complot. Elles ont été discutées dans de véritables centres de recherche gouvernementaux. Et pourtant, malgré tout cela, les bombes, les retombées radioactives, le risque d'extinction, nous avons continué. Ce n'est qu'en 1963 que le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires a été signé, interdisant enfin les explosions atmosphériques et spatiales. Mais le mal était déjà fait. À ce jour, plus de 2000 essais nucléaires ont été menés dans le monde. Et si la guerre froide est peut-être terminée, la technologie et la mentalité existent toujours. En 2020, de nouveaux débats ont émergé au sujet des armes nucléaires tactiques et de la possibilité de mettre en place des systèmes de défense spatiaux utilisant la propulsion nucléaire. Pendant ce temps, des nations voyous continuent leurs essais et des installations secrètes poursuivent leurs recherches. Nous sommes au bord du gouffre, tout comme il y a 60 ans. La différence, c'est que maintenant, nous savons ce qui est en jeu. Nous avons commencé cette histoire par une question simple. Et si une expérience secrète avait failli détruire le monde? Nous savons maintenant qu'il ne s'agissait pas d'une seule expérience, mais d'une série d'événements alimentés par la peur, l'ego et la quête incessante du pouvoir, au cours desquels l'humanité a dansé sur le fil du rasoir. Le plus terrifiant n'est peut-être pas que ces expériences aient eu lieu, mais qu'elles aient été approuvées, calculées, voire célébrées. Des esprits brillants, des scientifiques lauréats du prix Nobel, des stratèges militaires. Tous étaient convaincus que le risque en valait la peine, que l'apocalypse pouvait être maîtrisé. Mais est-ce vraiment le cas? Si nous sommes déjà passés si près une fois, qui peut dire que cela ne se reproduira pas? Avec les technologies actuelles, IA, biotechnologie, militarisation de l'espace, nous sommes confrontés à de nouvelles frontières tout aussi dangereuses et peut-être encore moins comprises. Sommes-nous en train de répéter les mêmes erreurs sous un autre nom? Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si nous pouvons contrôler les forces que nous libérons, mais si nous sommes suffisamment humbles pour nous arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage incroyable et terrifiant. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus choqué. En attendant le prochain mystère, restez curieux et restez vigilants.